Bienvenue sur les cours de Jean-Phi pour un chapitre consacré aux isométries vectorielles, un chapitre que j'avais fait il y a 2 ans et que je refais. On est dans un espace vectoriel euclidien, c'est-à-dire un R espace de dimension finie, n, qu'on va prendre supérieur ou égal à 1. On note ainsi son produit scalaire et sa norme. Définition, une application de E vers E est une isométrie si c'est une application linéaire qui conserve la norme. Exemple, l'identité. Propriété, si f est une application de E vers E, eh bien c'est une isométrie si et seulement si elle conserve le produit scalaire f de x point f de y est égal à x point y, quel que soit x, y. Et là, on ne dit pas qu'elle est linéaire. On va voir qu'elle l'est. Démonstration. Donc, dans le premier sens, on suppose que c'est une isométrie. Donc là, elle est linéaire. Et on s'intéresse à f de x point f de y qui est égal à ça. Et donc f de x point f de y, scalaire f de y, est égal. Alors, comme c'est une isométrie, d'abord, il faut noter, comme elle est linéaire, on a ça. Et comme elle conserve la norme, norme de f de x plus y est égale à x plus y. Ça, hein. Et norme de f de x est égale à norme de x, norme de f de y est égale à norme de y. Et donc, finalement, je me retrouve avec ici norme de x plus y au carré, moins norme de x au carré, moins norme de y au carré, égale x point y, que soit x, y. Réciproquement, supposons qu'on ait ça. Alors en prenant y égale x, on a ça, quel que soit x appartenant à E, donc on a bien ça. Il faut vérifier maintenant la linéarité, on prend x, y appartient à E, lambda appartenant à R, et on forme ce vecteur-là, on va démontrer qu'il est nul. Sa norme au carré, alors sa norme au carré, elle est obtenue en faisant ça, scalaire lui-même, et on développe et on trouve ça. D'accord, voilà, je passe très rapidement là-dessus, tout en vérifiant que je n'ai pas écrit de bêtises quand même. Moins 2, plus 2, ici il y a un signe. Voilà, et là, comme ça conserve la norme, je peux dire que c'est égal à ça. À ça, à ça. Ici, ça conserve le produit scalaire, donc ça fait ça. Ça conserve le produit scalaire, ça conserve le produit scalaire. Et finalement, je me retrouve avec ça. C'est-à-dire norme de 0 au carré, c'est-à-dire 0, la tête à Toto. Donc, j'étais parti de norme de u au carré. Donc, norme de u est égale à 0, donc u égale 0. Donc, on a ça, quel que soit x, y appartenant à E et lambda appartenant à R. Donc, f est linéaire. Et en plus, elle conserve la norme. Donc, c'est une isométrie. Voilà. Si f est une isométrie, alors c'est un automorphisme. C'est-à-dire que f appartient à GL2. GL2, c'est l'ensemble des automorphismes de E, c'est-à-dire des applications linéaires bijectives de E vers E. Et on sait que dans ce cas-là, la réciproque f-1 de chaque f est aussi un automorphisme, donc appartient à GL2. Démonstration, f de x égale 0 implique norme de x égale norme de f de x, puisque ça conserve la norme, est égale à norme de 0 égale 0, donc x égale 0. Donc RF est réduit à 0, mais comme on est elle est donc injective, et comme on est en dimension finie, elle est bijective, donc c'est bien un automorphisme. On note O de E, l'ensemble des isométries de E, eh bien c'est un sous-groupe du groupe GLE rond, c'est-à-dire la composition, qui lui est un groupe, c'est le groupe des automorphismes. Démonstration, l'identité appartient aux deux, ça c'est évident, puisque la norme identité est linéaire, et puis la norme d'identité de x, c'est la norme de x. FG appartenant aux deux, et x appartenant à E, norme de G rond f de x, c'est norme de G de f de x. Mais norme de G de quelque chose, ça va être la norme de f de x, parce que G est une isométrie. Et norme de f de x, c'est norme de x parce que f est une isométrie. Donc en fait, norme de g rond f de x est toujours égale à norme de x, donc g rond f appartient aux deux. D'accord, voilà. Si je prends maintenant norme de f rond f-1 de x, c'est-à-dire norme de x en réalité. Mais ça fait norme de f-1 de x. Et comme il y a conservation de la norme, comme f conserve la norme, ça fait norme de f-1 de x. Donc norme de x égale norme de f-1 de x, quel que soit x appartenant à E. Par ailleurs, f, et j'aurais pu le dire ça, f-1 est linéaire.
plus f moins 1 est linéaire. De plus, f moins 1, bah, il est linéaire parce qu'il appartient à un GL2E. Hein, donc il va être linéaire. Et il conserve la norme, donc ça veut dire que f moins 1 appartient à O2. Ce qui implique le résultat, puisque quand je compose, je reste en O2E et la réciproque aussi appartient à O2. Donc ici, j'ai un sous-groupe du groupe. Importance de la linéarité, bah, je prends f de E vers E et je vais montrer que s'il conserve la norme, ben, il n'est pas forcément linéaire. Exemple, je prends U appartenant à E de norme 1, c'est toujours possible en divisant un vecteur non nul par sa norme, hein, et je prends F qui a X appartenant à E, associe norme de X U, qui appartient à E. Norme de F de X est égale, donc ça c'est un réel, donc ça fait norme de X, norme de U, et comme norme de U est égale à 1, ça fait norme de X, quel que soit X appartenant à 1. Donc il y a bien conservation de la norme. Si je prends f de moins u, je remplace x ici par moins u. Norme de moins u multiplié par u. Norme de moins u, c'est norme de u, qui fait 1. Donc ça fait u. Supposons f linéaire. Ben, f linéaire, à ce moment-là, f de moins u serait égal à moins f de u. D'accord? Alors, f de u, c'est quoi? Ben, f de u, évidemment, c'est norme de u. U, c'est u. Hein? Puisque norme de u est égale à 1. Donc ça voudrait dire que moins u est égal à u. Donc u sera égal à 0, ce qui est impossible. Donc f n'est pas linéaire. D'où l'importance de bien dire qu'il faut, quand il y a conservation de la norme, il faut rajouter f est linéaire. Si f est une isométrie, alors f transforme toute base orthonormée en une base orthonormée. C'est-à-dire l'image d'une base orthonormée, c'est une base orthonormée. Donc on prend une base orthonormée, alors puisque f est une isométrie, on a ça, d'accord? Et donc ça veut dire que tous les f de k sont unitaires, et pour k différent de j, on a ça, hein, parce qu'elle conserve le produit scalaire, et comme ça vaut 0 puisque la base est orthonormée, ça vaudra 0. Et donc ça veut dire que les f de k sont 2 à 2 orthogonaux, et donc c'est bien une base orthonormée. Si f appartient à L de E et qu'il existe une base orthonormée telle que f de B soit une base orthonormée, alors f est une isométrie. Donc, on sait déjà qu'elle est linéaire, il n'y a plus qu'à démontrer qu'elle conserve la norme, donc on prend un vecteur, voilà. Bah, comme f de I est une base orthonormée, la norme de f de x, ça va être la somme des xi carrés, c'est-à-dire la norme de x au carré. Et donc, hein, la norme de f de x au carré donc, est égale à ça, quel que soit x, donc on a ça, quel que soit x. Donc f est une isométrie. Matrice orthogonale, A est une matrice orthogonale, si c'est une matrice carrée d'ordre n, bien sûr, et qu'elle vérifie ça, identité de m. Alors, l'identité, au passage, est orthogonale. Si A est orthogonale, alors elle est inversible, puisque ça montre qu'elle est inversible et que son inverse, c'est TA. Donc, on a A fois A moins 1 qui est égal à IN, donc A fois TA qui est égal à IN, donc la transposée de TA fois TA égale à IN, ce qui veut bien dire que TA est orthogonale. F appartenant à L2, donc linéaire de matrice A dans une base orthonormée B, alors c'est une isométrie si et seulement si sa matrice est orthogonale. C'est une isométrie si et seulement si on a ça, quel que soit x, y. Ce qui revient à dire, ce qui équivaut à dire qu'on a ça, quel que soit grand X, grand Y, des vecteurs colonnes, donc qui appartiennent à Mn1 de R. Ce qui équivaut à dire ça, d'accord? Quel que soit grand X, grand Y. Je fais passer de l'autre côté, ça équivaut donc à dire ça. J'appelle M cette matrice. Dire ça, quel que soit x, y, ça équivaut à dire que M est égal à 0, je le redémontrerai après. Donc ça équivaut à dire ça, ça et ça. Alors comment est-ce qu'on démontre ça? Tout simplement, puisque c'est vrai, quel que soit x, y, on se fixe un y, on prend x égale my, et à ce moment-là, on a ça. Donc ça, donc ça, donc ça. Mais comme x c'est my, on a my égale 0, quel que soit y, et donc m est égal à 0. Remarque, si A est une matrice orthogonale, TA multiplié par A est égal à l'identité, donc le déterminant de TA fois A est égal à 1. Donc et comme le déterminant, donc ça nous donne ça, bien sûr, produit des déterminants, mais comme le déterminant de TA est égal au déterminant de A,
ça fait déterminant de A au carré égale 1, donc déterminant de A égale 1 ou moins 1. Si F est une isométrie, on prend une base orthonormée, la matrice de A, la matrice A de F est orthogonale, donc on a ça. Et comme la matrice, ça c'est le déterminant de F, hein, dépendant de la base. Donc déterminant de F est égal à plus ou moins 1. Définition, ON de R c'est l'ensemble des matrices orthogonales de Mn de R. ON+, c'est les matrices orthogonales de déterminant égal à 1. Et ON-, c'est les matrices orthogonales de déterminant égal à moins 1. OE, c'est l'ensemble des isométries de E. O plus de E, c'est les isométries de déterminant 1. O moins de E, les isométries de déterminant moins 1. Alors là, on les appelle les isométries positives, les isométries négatives. D'accord? Voilà, on peut dire aussi les matrices orthogonales positives et les matrices orthogonales négatives. Rappel, si D est une base quelconque de E, on a, parce qu'on va l'utiliser après, un isomorphisme d'espace vectoriel de Mn2K vers L de E qui a A appartenant à, donc à une matrice d'ordre N associe l'unique endomorphisme de matrice A dans la base B. D'accord? On sait que c'est un isomorphisme d'espace vectoriel. Un petit oubli, mais c'est presque évident par rapport à ce qu'on a dit précédemment. Si E est un espace vectoriel euclidien de dimension L supérieure ou égale à 1 et que B et B' sont deux bases orthonormées de E, on sait qu'il existe un unique automorphisme qui transforme B en B'. Donc, puisque B' a été supposé orthonormé, ça veut dire que F de B est orthonormé. On a vu avant qu'à ce moment-là, F était une isométrie. Donc, on en déduit que quand on a deux bases BB' orthonormées, il existe une unique isométrie qui transforme B en B'. B est une base orthonormée de E. Et on a toujours cette application qui a une matrice associe l'endomorphisme. Et bien ça, on sait que la restriction, donc celle-là, hein, est un isomorphisme de groupe. Ça a déjà été vu quand on a étudié les matrices et les applications linéaires. Donc, ON de R multiplié va être un sous-groupe de GLN de R et phi B va réaliser un isomorphisme, alors je l'appelle toujours phi B, en fait c'est la restriction, de ON de R multiplié vers O de E rond. En effet, on sait que O de E rond est un groupe, donc phi B moins 1, qui a F appartenant à GL de E, associe, alors c'est un groupe et c'est un sous-groupe de GL de E, associe sa matrice, qui appartient à GL de R, va envoyer O de E en ON de R, parce que à chaque isométrie, à chaque matrice orthogonale, on associe une isométrie. Donc, ON de R multiplié va être l'image du sous-groupe OE de GL de E, et donc ça va être le sous-groupe de GLN. D'accord? Et la restriction phi B, je l'appelle encore phi B, c'est la restriction à ON de R, eh bien, est un isomorphisme du groupe, alors du groupe qui va de ON de R à O de E, c'est-à-dire que je prends les deux sous-groupes. ON plus de R multiplié est un sous-groupe du groupe ON de R multiplié, en effet, l'identité y appartient, et si on a une matrice A, on a ça. Ça, c'est déterminant de l'identité, c'est fait 1. Ça fait 1. Et d'où on obtient facilement que A-1 appartient à ON+, parce que son déterminant est égal à 1. Enfin, si on prend deux matrices de ON+, on a ça, et donc 1 fois 1 égale 1, et donc la fois B appartient à ON+. C'est bien un sous-groupe. O plus de E rond, du coup, va être un sous-groupe du groupe O de E rond, et cette fameuse application, je reprends encore une restriction de la restriction, mais je l'appelle toujours phi B, va être un isomorphisme de groupe. Démonstration, A appartient à ON plus de R, donc son déterminant est égal à 1. Et donc l'application linéaire, enfin l'endomorphisme de matrice A aura un déterminant égal à 1. Et donc FA appartient au plus de... J'aurais pu mettre des équivalents, ça aurait été plus simple.
Voilà, on a la même chose. Donc en fait, l'image de ON plus de R par phi B, c'est O plus de E. Et comme ON plus de R est un sous-groupe de ON de R, et bien l'autre O plus de E va être un sous-groupe de O de E. Et c'est phi B qui, bon, en fait c'est la restriction de l'autre phi B, qui est un isomorphisme de ce groupe-là vers celui-là. Remarque, E est identifiable à Rn, ça on le sait depuis longtemps, et phi B permet d'identifier, il y a un isomorphisme d'espace vectoriel entre les deux, et phi B permet d'identifier, lui aussi c'est un isomorphisme, ça à ça, ça à ça, ça à ça, et ça à ça. Donc dans des calculs ça peut être pratique. Hein. Si A appartient à Mn de R, A est orthogonal, si et seulement si ces colonnes forment une base orthonormée de R, en identifiant ça à ça. On prend E égale Rn, espace euclidien, base canonique, d'accord, pour le produit scalaire. A orthogonal équivaut à FA est une isométrie, équivaut à FA de B0 est un orthonormé. Mais les FA de EK ont pour coordonnées celles de EK. On sait que les colonnes, ça donne elles ont pour coordonnées les coordonnées des images, hein, des éléments de la base. Et donc ça équivaut à dire que c'est une base orthonormée de Rn. A appartenant à Mn de R, eh bien on a aussi A orthogonal équivaut à les lignes de A forment une base orthonormée de Rn, ça c'est facile. A orthogonal équivaut à TA orthogonal équivaut à les colonnes de TA forment une base orthonormée de Rn, mais les colonnes de TA c'est les lignes de A, d'accord, hein, c'est-à-dire que les LK c'est les TCK et donc les coordonnées de LK sont celles de CK. Et donc dire que ça forme une base orthonormée, ça équivaut à dire que les LK forment une base orthonormée de Rn. On étudie le cas particulier, mais qui va nous servir par la suite, des isométries d'un espace vectoriel euclidien de dimension 1, donc d'une droite. Alors cette droite, elle est définie par tout vecteur U0 non nul, hein, d'accord ? Et donc, n'importe quel vecteur U0, on peut décider qu'il est de norme 1, bon, on va décider que, ici que U0 sera de norme 1, et on a le produit scalaire qui a U égale X, qui au couple U égale X U0, U' égale X' U0, donc X, X' c'est des réels, associe X fois X'. Sa norme, c'est la valeur absolue de X, et les endomorphismes de E sont définis par la base de D, c'est-à-dire F de U0, donc, par l'image de la base de D. Et F de U0, je peux dire que c'est de la forme lambda U0, lambda appartenant à R. Donc, à U égale X U0, l'image par F, puisque c'est un endomorphisme, ça va être X F de U0, c'est-à-dire X lambda U0, c'est-à-dire lambda U. Donc j'ai toujours F de U égale lambda U, c'est une motétie en fait, hein, de rapport lambda. F est une isométrie, ça équivaut à dire ça, d'accord, quel que soit U appartenant à D, ce qui équivaut à dire que lambda est égal à plus ou moins 1. Si lambda est égal à 1, j'ai F de U égale U, quel que soit U appartenant à D, donc F est l'identité. Alors, le déterminant, c'est 1, parce que dans la base U0, j'ai une matrice 1, 1, qui est égale à 1, donc le déterminant, ça fait 1. Donc c'est une isométrie positive. Et l'ensemble des isométries positives de D est réduit à l'identité. Si lambda égale moins 1, F de U est égal à moins U, quel que soit U appartenant à D. Donc F est égal à moins l'identité, et son déterminant, ça va être moins 1, puisque c'est une matrice 1, 1 où il n'y a que moins 1, et donc c'est une isométrie négative. L'ensemble des isométries négatives de D est réduit à moins l'identité. L'ensemble des isométries de la droite D, il y en a deux, c'est moins identité, identité, et c'est un groupe évident pour la composition. De même que lui, c'est un groupe évident aussi pour la composition, et on remarque qu'on peut faire l'identité en composant deux fois moins l'identité, ce qui veut dire que moins l'identité engendre à la fois O+, et donc O de... Rappel, on est en dimension finie avec deux sous-espaces supplémentaires de E. L'application qui a x égale x1 plus x2, alors là j'entends par là, hein, c'est une notation que x1 appartient à 1 et x2 appartient à E2. On sait que cette décomposition est unique. Associe ce vecteur-là de E est appelé une symétrie par rapport à E1 suivant E2 ou parallèlement à E2. Et on a démontré que F est un endomorphisme et de plus que E1 est le noyau de F moins l'identité, E2
celui de f plus l'identité, et que f est une involution, c'est-à-dire que f' égale l'identité. Si f, inversement, si f est un endomorphisme, bah, c'est une symétrie si et seulement si f est involutive. D'ailleurs, au passage, f involutive, ça implique que f est inversible et que f-1, évidemment, est égal à f. Symétrie orthogonale. Eh bien, donc ça c'est évident, ça c'est du cours d'algèbre. E est un espace vectoriel euclidien de dimension n supérieure ou égale à 1. F est une symétrie orthogonale si f est une symétrie et une isométrie. Donc, si f est un endomorphisme, c'est une symétrie orthogonale si et seulement si c'est une symétrie et ça. Démonstration. Alors, supposons d'abord que c'est une symétrie orthogonale, j'appelle ça et ça, et je prends x, y appartenant à E1, E2, il est transformé en ça. C'est une isométrie, donc la norme de ça est égale à la norme de ça, d'accord? Et je développe et j'en déduis que 4xy est égal à 0. Donc xy égale 0, quel que soit x et y, donc E1 est orthogonal à E2. Et réciproquement, si on a ça, bah, c'est une symétrie, d'accord? Et si j'écris ça, et que f de x est égal à ça, et je regarde f de x au carré qui fait ça, mais ça vaut 0. Et donc je peux dire que c'est égal à ça, puisque ça fait 0, et donc ça fait norme de x au carré. Donc j'ai bien norme de f de x égale norme de x quel que soit x, donc f est une isométrie, tout le résultat. Conséquence, si f est une symétrie orthogonale, f est parfaitement déterminé par E1 égale ker de f moins id, parce que E2 va être égal à E1 orthogonal. D'accord? En effet, E1 et E2 sont supplémentaires dans E. Donc le fait d'être orthogonal, ça implique que chacun est l'orthogonal de l'autre. On dira que f est la symétrie orthogonale par rapport à E1, ce qui signifie suivant E2 ou parallèlement à E2 égale ker de f plus identité, qui est égal à E1 orthogonal. Remarque, si f est une symétrie quelconque, pas forcément orthogonale, E1 égale 0, ça équivaut à E2 égale E, ça équivaut à f de x, c'est toujours égal à moins x, donc f est égal à moins l'identité. Et inversement, f moins l'identité, c'est bien une symétrie par rapport à 0, suivant E, puisque tout x est transformé en moins x. Donc c'est bien une symétrie orthogonale en plus, puisque ces deux sous-espaces sont orthogonaux. Si E2 maintenant est égal à 0, ça équivaut à E1 égale E, et donc ça équivaut à f de x égale x, quel que soit x appartenant à E. Et donc, ça équivaut à dire que f est égal à l'identité, qui est bien une symétrie par rapport à E, suivant 0, hein, puisque tout x est envoyé en x. Et donc, c'est bien une symétrie orthogonale, ça aussi. Et sinon, sinon on est dans ce cas-là, d'accord, avec une valeur propre d'ordre P, une valeur propre d'ordre Q, et en prenant B1 une base de 1, B2 une base de 2, on réunit les deux bases, la matrice de F va être comme ça, puisque chaque vecteur de B1 est envoyé en lui-même, et chacun de B2 est envoyé en son opposé. Donc la matrice est bien orthogonale, hein, c'est-à-dire Tm multiplié par M, ça fait bien l'identité, mais la base n'est pas forcément orthonormée, donc F n'est pas forcément une isométrie. Évidemment, si la base est orthonormée, les deux espaces vont être orthogonaux. D'ailleurs, si les deux espaces sont orthogonaux, on pourra choisir une base orthonormée à la place de B1 et une place orthogonale B à la place de B2, et donc B sera orthonormé, et à ce moment-là, évidemment, F est une isométrie. ON plus de R, ON moins de R forment une partition de ON de R. Bon, ça c'est évident parce qu'une matrice orthogonale est soit positive, soit négative. ON moins de R, muni de la multiplication, n'est pas un groupe, mais il engendre ON de R. Parce que soit une matrice de ON de R est négative, soit elle est positive, mais alors quand elle est positive, elle s'écrit comme produit de deux matrices négatives, donc appartenant à ON moins de R. Et on a la même chose quand on prend les endomorphismes, donc avec O plus de E, O moins de E et O de E. D'accord ? Démonstration, on est en dimension n, on considère cette matrice qui appartient à ON moins de R, bon, parce qu'on a ça et on a ça.
Mais si je prends A multiplié par A, ça fait l'IN qui n'appartient pas au N-2R, puisqu'elle appartient au N plus de R. Donc on voit que ce n'est pas un groupe. Maintenant, si M appartient au N plus de R, eh bien, je reprends cette matrice, je considère P égale M fois A, qui appartient au N de R, et son déterminant à P, c'est déterminant de M multiplié par déterminant de A, ce qui fait 1, parce que j'ai choisi ce qui fait déterminant de... Bah oui, parce que M appartient au N+, donc ça fait 1, puis lui, ça fait moins 1, donc ça fait moins 1. Donc ça veut dire que P appartient au N- de R. Alors P, lui, il est égal à M fois A, et donc M va être égal à P multiplié par A moins 1, c'est-à-dire P multiplié par TA, parce que je rappelle qu'on a ça. Donc TA, lui, TA, il est égal à A, parce que transposer, c'est A, et M est égal à M multiplié par TA, va être dans ON, les deux sont dans ON moins de R, lui il y est, et lui aussi. Donc cette matrice qui est positive est le produit de deux matrices négatives. Alors après, je prends l'isomorphisme de groupe, là, entre ces deux-là, relativement à une base orthonormée de E, et je reprends A, donc avec FA qui appartient à O de E, et même il appartient au moins de E, et A croix A est transformé en FA rond FA, et donc A croix qui est dans ON plus de R, eh bien je vais retrouver que FA rond FA appartient au plus de E, alors que FA appartient au moins de E, ce qui prouve que ce n'est pas un groupe non plus. Et F appartient à O plus de E, il aura comme matrice M qui appartient à ON plus de R, M est égal à P fois Q, où PQ appartiennent à ON moins de E, R, donc F va être égal à FP rond FQ, où FP, FQ appartiennent à l'image par l'application de P et Q, donc c'est-à-dire qu'ils vont appartenir à au moins de E. D'où le résultat. Si E est un espace vectoriel euclidien de dimension n supérieure ou égale à 1, on appelle réflexion de E toute symétrie orthogonale par rapport à un hyperplan, c'est-à-dire un sous-espace vectoriel de dimension n-1. On note ça sigma h. E est euclidien de dimension n supérieure ou égale à 1, UV deux vecteurs qui sont distincts et dont les normes sont égales et non nulles. Donc c'est deux vecteurs non nuls, quoi. Il existe deux vecteurs non nuls qui ont la même norme. Il existe, et qui ont la même norme, voilà. Et qui sont distincts. Il existe un unique hyperplan H tel que V soit l'image de U par la réflexion sigma H. Démonstration, supposons que H existe. H, il va être supplémentaire d'une droite D, d'accord, et U est égal à UH plus UD est envoyé en UH moins UD. Donc UD va être égal à U moins V sur 2, différent de 0 parce que U est différent de V. Donc U2, il engendre la droite D, d'accord, puisque UD, évidemment, il appartient à D, c'est la notation que j'ai prise. Lui, il est dans H, et UD, il est dans D. On a donc D qui est engendré par U moins V sur 2, et H qui est son orthogonale, d'où l'unicité. Existence, soit D, la droite engendrée par U moins V sur 2, donc aussi par U moins V, H, l'orthogonale de D, norme de U égale norme de V implique que U carré est égal à V carré, implique que le produit scalaire est égal à 0, implique que U plus V est orthogonal à U moins V, donc U plus V appartient à H, puisque ça c'est dans D. D'accord? U est égal à U plus V sur 2 plus U moins V sur 2, eh bien ça, alors ça c'est dans H et ça c'est dans D. D'accord? Donc c'est envoyé par sigma H en U plus V sur 2 moins U moins V sur 2 qui est égal à V. Donc ça marche. J'ai bien sigma de H de U qui est égal à V. Et donc j'ai bien trouvé la réflexion que j'ai. E, un espace vectoriel euclidien, F, un endomorphisme. C'est une réflexion si et seulement s'il existe une base orthonormée dans laquelle sa matrice est de cette forme. Que des 1, sauf une fois moins 1. Démonstration, si c'est une réflexion, on prend, suivant H, eh bien on prend
une base orthonormée pour H, et puis on prend un vecteur unitaire de l'orthogonale et on obtient comme ça une base orthonormée de E. F de EK est égal à EK, quel que soit K allant de 1 à n-1, et F de n est égal à moins En. Donc en fait, on va avoir une matrice qui sera comme ça. Et donc, c'est terminé. Et réciproquement, si MF est de cette forme, eh bien, dans une base orthonormée, alors on prend pour H cet hyperplan, engendré par les n-1 premiers vecteurs de la base, et on constate que si x s'écrit comme ça, on peut le séparer en ça plus ça. Et ça va être transformé en ça, et ça en ça. Donc j'ai tout à fait une symétrie par rapport à H. Suivant H orthogonal, parce que En c'est H orthogonal, et donc j'ai bien F qui est égal à sigma H. Et la conséquence de tout ça, c'est que les réflexions sont des isométries négatives, parce que je vois bien que le déterminant est égal à moins 1. On va rechercher maintenant les isométries du plan vectoriel. Donc on est en dimension 2, et on recherche des choses comme ça. D'accord? Donc TA fois égale IN, simplifie ça. Donc on sait que le déterminant est égal à plus ou moins 1, donc AD moins BC est égal à plus ou moins 1. Si la matrice est positive, on a donc ça. On va résoudre en exprimant C et D en fonction de A et B. Donc on peut faire ça parce que A2 plus B2 est égal à 1, différent de 0, et on trouve que D est égal à A. Et de la même façon, on trouve que C est égal à moins B. Je vais vite parce que c'est facile. Donc on trouve que la matrice est comme ça. D'accord? Réciproquement, si la matrice est comme ça avec ça, on a bien TA fois A est égal à identité, et le déterminant de A est égal à 1, donc A est bien une isométrie positive, enfin une matrice orthogonale positive. Et si A appartient à O2 moins 2R, on a ça, et donc ce sont les mêmes calculs, et cette fois-ci la matrice est comme ça avec A2 plus B2 égale 1. Réciproquement, si on a ça avec A2 plus B2 égale 1, on a TA fois A qui est égal à identité, le déterminant est égal à moins 1. D'accord? Et donc c'est terminé, ça veut dire que A appartient bien à O2 moins, je me suis trompé, c'est O2 moins 2R. D'accord? Donc O2 plus 2R, c'est l'ensemble des matrices de cette forme, O2 moins 2R, l'ensemble des matrices de cette forme, et évidemment O2 de R, c'est la réunion des deux. E est un espace vectoriel euclidien de dimension 2. O plus de E, ça va être l'ensemble des matrices qui sont associées, non, des endomorphismes associés à des matrices comme ça. O moins de E, l'ensemble des endomorphismes associés à des matrices comme ça. Et puis évidemment, on a aussi une partition de O2. Voilà. Les isométries négatives du plan vectoriel euclidien sont donc des réflexions. En effet, si F est une isométrie négative, elle est de cette forme-là. Donc on a ça, et f rond f est égal à l'identité. Ça implique que c'est une symétrie. Ça implique que c'est une symétrie là. D'accord? Et donc f, comme f en plus appartient à O de E, c'est une réflexion. Parce que c'est une symétrie et c'est une isométrie. C'est donc l'unique réflexion qui envoie E1 en U1. Alors vous allez me dire, ça c'est pas, on ne sait pas si ces deux sont différents. Bon, mais c'est pas grave, parce que s'il y en a une qui envoie E1 en U1, alors dans sa matrice, comme c'est une isométrie négative, puisque c'est une réflexion, on a déjà démontré qu'elles étaient négatives, la matrice va être de cette forme-là. Donc AB est déjà fixé, donc l'autre c'est moins BA. Donc c'est la même matrice que sigma, et donc sigma' est égal à sigma. Alors propre d'une isométrie dans un espace vectoriel euclidien de dimension n supérieure ou égale à 1, les seules valeurs propres possibles d'une isométrie sont 1 et moins 1. Démonstration, si lambda est une valeur propre et x un vecteur propre associé, on a ça. Donc quand on passe aux normes, on a ça. Et comme f est une isométrie, norme de f de x est égale à norme de x. Et comme x est différent de 0, et bien valeur absolue de lambda est égale à 1, d'où le résultat. Conséquence, si A est une matrice orthogonale, les seules valeurs propres de A sont 1 et moins 1. Dans le plan vectoriel euclidien, alors il y a deux cas possibles. Premier cas, f appartient à O plus 2. Donc f est une rotation, sa matrice est comme ça, dans une base orthonormée.
comment est le polynôme caractéristique? Il est égal à ça, c'est-à-dire ça. Si b est différent de 0, donc c'est strictement positif, il n'y a pas de racine réelle, pas de valeur propre. Si b est égal à 0, comme a carré plus b carré égale à 1, a est égal à 1 ou moins 1. Donc si je mets 1, 1, ça fait l'identité, parce que là c'est 0, 0. Et sinon, ça fait moins l'identité. Les seules isométries positives qui ont des valeurs propres sont identité et moins identité. Les autres n'ont pas de valeur propre. Donc ne sont pas diagonalisables ni triangularisables. Petit 2. Soit f appartenant... Alors, soit on a ça, soit on a ça. C'est-à-dire là, f est une isométrie négative. On sait qu'elle a une matrice comme ça dans une base orthonormée. Et son polynôme caractéristique, ça va être celui-là. Et quand je développe, ça fait x au carré moins a2 moins b2 égale x au carré moins 1. Ça se factorise comme ça et on voit que 1 et moins 1 sont des valeurs propres. Ce qui n'est pas étonnant puisque f est une réflexion sigma d. Donc si je prends E1 unitaire sur D, E2 tel que E1, E2 forme une base orthonormée du plan. E1 va avoir pour image E1 et E2 pour image moins E2. Donc la matrice sera comme ça et on retrouve les deux valeurs propres. Conclusion en dimension 2. Les seules isométries diagonalisables sont identité et moins identité. Ça, ce sont des isométries positives. Et puis les réflexions qui sont des isométries négatives. En dimension 1, f est égal à plus ou moins identité. Donc elles sont toutes les deux diagonalisables. L'identité est une isométrie positive en dimension 1 et moins l'identité une isométrie négative. Exemple dans le plan vectoriel, f de matrice A dans une base orthonormée, donc c'est bien de la forme AB, B moins A, et j'ai bien A carré plus B carré qui est égal à 1, c'est donc la matrice d'une réflexion sigma D. D c'est l'ensemble des vecteurs invariants, donc si je prends un vecteur U de coordonnées x, y, il est invariant, je vous laisse vérifier s'il y a ça. Et donc la première me donne que y égale 2 moins racine de 3x, et la deuxième, si je remplace, elle est automatiquement assurée. Et donc, ça veut dire que D est engendré par le vecteur, je prends x égale 1, par le vecteur 1, 2 moins racine de 3, dont la norme est égale à ça. Et quand je développe, ça fait 4 et 3, 7 et 1, 8, moins 4 racine de 3, donc racine de ça égale 2 racine de 2 moins racine de 3. Et bien si je prends E1 égale U sur alpha et E2 égale V sur alpha, alors je choisis V orthogonal à U, donc je vais prendre racine de 3 moins 2 et 1. Et bien à ce moment-là, j'obtiens une base orthonormée du plan, E2 est orthogonal à E1, donc F de E2 est égal à moins E2, et puis F de 1, lui, est égal à E1 parce qu'il appartient à la droite D. Et donc, alors ça peut se vérifier. Bon, F de 1 égale E1, c'est parce que F de U est égal à U, et ça c'est facile à vérifier avec les coordonnées. Eh bien, la matrice de F, en tout cas dans E1, E2, est comme ça, ce qu'on avait déjà vu.